Bon, aujourd'hui, on va être hyper pointu. Je vais t'introduire à une façon de voir les troubles psy qui va sûrement un peu modifier ta façon de voir les troubles psy. En plus, tu auras plein de termes techniques pour te la péter en dîner. Ok, c'est important de savoir que les modèles que je te donne dans mes vidéos, c'est pas les seuls au monde. Je te donne en général les plus récents et issus de la méthode scientifique, mais des façons de voir les troubles psy, t'en as plein. Déjà, dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, Égyptiens ou en Asie, on a des descriptions des troubles psy et de leur explication. Le modèle le plus connu, c'est celui d'Hippocrate, où on expliquait les différentes maladies en fonction des différents organes et des différents éléments de la nature. Plus récemment, tu as les mouvements New Age avec plein de courants, dont celui par exemple de la pensée positive, où des troubles apparaissent parce que tu le souhaites ou tu l'as souhaité dans une vie antérieure. Bref, des façons d'envisager les troubles psy, t'en as des milliers, qui émanent d'une façon de voir l'être humain, et ensuite ça dérive en plein de courants différents qui se rejoignent plus ou moins. Récemment, les modèles les plus connus dont on parle, et dont tu as sûrement entendu parler, sont ceux par exemple de la psychanalyse, l'approche biomédicale ou les approches catégorielles. Donc je vais parler rapidement d'eux, car je veux surtout t'amener aux modèles les plus récents et les plus prometteurs, que sont l'approche processuelle, l'approche transdiagnostique et les approches par réseau. Donc la psychanalyse, je suis mal placé pour en parler, donc je te laisse te renseigner si tu veux en tapant psychanalyse sur internet. T'as plein d'infos dessus et plein de chaînes YouTube qui en parleront toujours mieux que moi. Mais c'est pas ma came car j'ai toujours préféré la méthode scientifique pour obtenir des informations. Le modèle le plus connu par contre en médecine et que tout le monde a en tête, qui est tellement répandu que les gens ne savent même pas que c'est un nom spécial, c'est le modèle biomédical. En gros, l'idée étant qu'un individu sain, c'est un individu sans pathologie. On organise le modèle de la manière qui suit en général. Un individu a des symptômes qui veulent dire qu'il atteint un trouble, ce qui va donc nécessiter tel traitement. Ce modèle, il est bien pour plusieurs raisons dont j'ai parlé en détail dans une autre vidéo. En gros, il est simple à comprendre, il est clair pour les patients, il permet d'avoir des réponses facilement, et avec lui, trouver le traitement le plus adapté et le plus rapide. Petit point que les gens ne savent pas par contre, c'est que le but dans le traitement, c'est pas de donner la solution parfaite aux gens, mais de faire la liste des traitements les plus efficaces aux moins efficaces, et on descend dans la liste au fur et à mesure des essais ou des erreurs. Couplé à tout ça, tu as l'approche catégorielle, qui peut être utilisée autant en psychanalyse que dans le modèle biomédical. Le but, c'est de classer les pathologies en fonction de catégories qui permettront de comprendre au mieux les patients. Évidemment, contrairement aux troubles comme le Covid où tu l'as et tu l'as pas, les troubles psy sont plus complexes, donc on sait que les limites entre les catégories sont parfois floues, qu'elles changent en fonction de l'état des connaissances sur l'être humain, et qu'aussi la limite entre quelqu'un qui est dans une catégorie et quelqu'un qui l'est pas, c'est pas du on-off, c'est une sorte de continuum où au bout d'un moment, ton état se dégrade assez pour qu'on parle de pathologie. T'as des gens qui font un peu tout à l'envers, c'est par exemple ceux qui te proposent une technique et pensent que ça va marcher sur tout. Genre, je te remets les chakras, je t'allonge sur un divan, je te fais de l'hypnose, en pensant que ça va tout régler. Mais tu vas voir que c'est pas prêt de marcher comme ça et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors honnêtement, mes vidéos elles sont organisées avec le modèle catégoriel et selon une approche plutôt biomédicale. Je te donne des symptômes, je t'explique comment ça fonctionne, je te donne les pistes principales du soin, sauf que dans ma pratique, en fait, j'utilise quasiment pas cette approche. Pourquoi ? Parce que cette approche, elle a vachement de défauts. Je te laisse un document qui les énumère très bien, mais les principaux sont. Ça marche très bien pour les cas typiques, c'est-à-dire les cas que tu vois en cours, où la personne rentre bien dans les cases. Dès que tu as un cas complexe, la méthode tombe à l'eau. Et en vérité, dans la pratique, tomber sur les cas simples, c'est une exception. La règle, c'est plutôt que les gens sont des cas compliqués à gérer. Deuxièmement, elle prend peu en compte des comorbidités. Par exemple, si tu as deux pathologies ensemble et qui interagissent entre elles, choisir le traitement facilement tombe à l'eau. Et la comorbidité aussi, c'est plus la règle que l'exception. Troisièmement, ça tient peu compte des modèles de plus en plus complexes des pathologies qui montrent qu'une pathopsie, c'est un mélange de facteurs sociaux, biologiques et psychologiques. Donc ça amène à traiter les gens pour des problèmes sociétaux, par exemple, et il est difficile d'appliquer un traitement à une société. Quatrièmement, ça tient peu compte aussi de l'individualité d'une personne, qui est l'assemblage de 10 000 facteurs qui font que la réponse au traitement et sa pathologie va forcément être différente du voisin. Bref, en pratique, on adorerait avoir des cas simples où la personne a des symptômes caractéristiques que d'une pathologie, qu'on l'explique au patient à une séance, qu'on lui donne son diagnostic clair et net et il n'a que ça, qu'on lui explique ce qu'on va faire et qu'à la deuxième séance, le patient commence le traitement et que l'amélioration se fasse déjà en quelques semaines. Ce serait génial, mais ça arrive quasiment jamais. Et c'est pour ça que d'autres approches du soin ont été envisagées. Et là, je vais t'apprendre des choses. La première, qui est la plus facile à comprendre,
c'est l'approche transdiagnostique. Elle est facile à comprendre car elle reste une approche catégorielle. En gros, on voit que dans plein de pathologies, on a des points communs. Par exemple, les ruminations sont hyper présentes chez les anxieux et chez les dépressifs. Chez tous les anxieux, c'est l'évitement qui est caractéristique à tous les troubles, etc., etc. Et donc, quand un patient se présente, on pourrait non pas se baser sur une pathologie bien classée, mais plutôt sur son fonctionnement, sur un fonctionnement que l'on retrouve dans plusieurs pathologies, ce qui augmente les possibilités de solutions pour les patients. Honnêtement, plein de psychologues ou de psychiatres le font sans s'en rendre compte. Traiter un anxieux comme on traiterait un dépressif, cela peut arriver fréquemment. Donc ici, ça s'insère encore très bien dans le modèle biomédical, il est juste transversal à celui-ci pour proposer d'autres solutions. Là, on va passer aux modèles les plus récents et les plus complexes. Le premier, c'est l'approche en réseau. L'idée ici, c'est de prendre en compte la comorbidité comme la norme et de comprendre comment elle se construit. On appelle ça l'approche en réseau, car on organise des pathologies en fonction des liens qu'elles entretiennent entre elles et des relations qu'ont les symptômes entre eux. Par exemple, tu es atteint d'un trouble avec de tels symptômes. Si ce symptôme a un lien fort avec d'autres pathologies ou d'autres symptômes, alors la probabilité que tu le développes augmente. On parle ici de contagion. Et ainsi, tu te construis d'un problème initial, des années après, plein de problèmes qui vont s'accumuler. Concrètement, imaginons une personne avec une phobie, qui se déclenche par une réaction émotionnelle forte, une exagération du danger et une hypervigilance. Son réseau est activé par un pigeon qui arrive, et on devrait se dire « Ah mais tiens, il devrait juste se calmer », sauf que le problème, on remarque à l'analyse que l'hypervigilance est un symptôme qui dure longtemps chez lui, et donc la nuit, il ne dort pas, tous les jours où il a vu un pigeon. Donc il peut se présenter chez le médecin en parlant de sa phobie, de ses soucis, de ses insomnies, et le médecin peut arriver à modéliser le réseau de ces symptômes pour comprendre, dans ce modèle, on a plusieurs types de personnes. On a les gens qui ont peu de symptômes et qui sont peu connectés entre eux, donc ceux, en gros, en bonne santé mentale. On a ceux avec des réseaux très connectés mais qui s'activent faiblement, on parle de troubles silencieux. C'est les gens qui ont des potentiels de développer des troubles, mais leur vie n'active pas encore assez le réseau. On a les gens avec des symptômes transitoires, donc c'est des symptômes peu connectés mais qui s'activent vite. Donc c'est des gens qui vont changer de problème très rapidement dans leur vie, mais qui en auront toujours un. Et on a les gens avec des troubles mentaux qui ont un réseau de symptômes complexes, très connectés et qui va s'activer facilement. Ici, ce qui fait qu'on est pathologique, c'est pas une personne qui va rentrer dans telle ou telle case, mais c'est une personne dont le système de fonctionnement a plusieurs propriétés négatives connectées entre elles et qui vont s'activer facilement. Ce modèle, il prend déjà mieux en compte l'individu et les spécificités de son cas. En plus, au niveau de la recherche, ça ouvre plein de portes, car si on arrive à comprendre quelles sont les caractéristiques les plus fortement liées entre elles, alors ce sera plus facile pour les professionnels de savoir quelle est la priorité du traitement et qu'est-ce qu'on doit soigner en premier dans les cas complexes. Et si tu es professionnel, tu sais que déjà le choix de ce que tu veux changer en premier est hyper important. Tout ce dont je t'ai parlé, c'est pris en compte dans la dernière approche dont je vais parler, qui est l'approche processuelle. L'approche processuelle, son but c'est de prendre en compte les diagnostics, l'individu en ce qu'il est unique avec sa biologie, sa psychologie et son environnement. En gros, avec l'approche processuelle, l'analyse d'un patient n'est jamais la même que son voisin. Exemple de ce que ça pourrait donner. On va prendre quelqu'un qui a un trouble neuro-exécutif, genre il est lent, il a du mal à s'organiser, de l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire qu'il a des crises où il mange beaucoup de gras ou de sucré, et de l'anxiété sociale. Ok, le gars il a un trouble neuro qui fait qu'il a toujours été en décalage dans sa vie. Ce qui l'a amené à se considérer comme bizarre et il l'accepte toujours pas. Ce qui a entraîné de l'anxiété sociale. Sa réaction aux difficultés sociales, ça a été d'éviter les contacts, ce qui a posé problème dans sa vie affective et professionnelle, et ce qui ne va pas aider son estime de lui-même, et va le rendre toujours encore plus bizarre. Et ces difficultés, elles sont aussi empeurées par le trouble neuro, qui fait qu'il y arrive beaucoup moins au niveau professionnel. On rajoute qu'au fil du temps, son hygiène de vie s'est dégradée, ce qui a créé des compulsions alimentaires et de la prise de poids, qui détruisent encore plus son estime de lui. On sait aussi que les troubles exécutifs, ça joue dans les compulsions, et on sait aussi que quand sa mère lui fout la pression sur le boulot, il mange encore plus. Voilà un exemple d'une analyse d'un cas en approche processuelle appliquée à un patient avec des comorbidités. Et une fois que tu as fait ça, tu as déjà plus l'idée sur quoi faire avec le patient. Déjà là, analyser les troubles neuro, ça a l'air assez central, car s'il est TDAH ou un autre trouble neuro, il y a des traitements qui permettraient de casser ces flèches.
On sait aussi qu'il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi et sa réaction évitante, parce qu'elle empire son décalage et ses problèmes dans sa vie. Et là, tu vois que le gars, si ça se trouve, il rentrerait dans aucune pathologie. Donc si tu essayais de le classer en approche catégorielle, ça marcherait pas. Parce que la faible estime de soi et la réaction évitante, pour plein de gens, ça atteint pas des critères suffisants pour être classé comme pathologie. Donc si on prend l'approche catégorielle, le patient, il avait qu'un trouble neuro et de l'hyperphagie boulimique, on passe complètement à côté du reste des autres problèmes. Et dans l'approche par réseau, on avait déjà vu que les symptômes s'assemblaient. L'approche rossielle, elle va rajouter aussi l'importance de l'environnement à prendre en compte. Par exemple, ici, sa famille, ou ça peut être le travail, ou ça peut être la société dans laquelle vit le patient. Alors par contre, il y a des règles pour faire une analyse processuelle. Déjà, on se base que sur des modèles et des affirmations démontrées scientifiquement. Si j'ai lu sur Biba que la compulsion alimentaire c'était causé par la lune, je vais pas le rajouter au modèle. C'est ce qui différencie par exemple l'approche processuelle d'approches en psychologie qu'on dit des approches intégratives, puisque dans les approches intégratives, en fait, on peut mettre tout type d'informations qu'on veut, même du dolto. Deuxième point, on se base sur la demande du patient. Si on voit un patient qui a un problème gros comme une maison dans son couple, mais qui veut parler de la dépression à son boulot, si les deux problèmes sont séparés, que l'un n'agit pas sur l'autre, on l'enlève l'autre problème du modèle. Bon, on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'interaction, évidemment, parce que si ça se trouve, en fait, l'un problème peut empirer l'autre problème, ou alors il peut y avoir un problème au-dessus qui explique les deux problèmes, et ça c'est important de l'expliquer au patient. Mais s'il y a vraiment aucun lien, on vire la donnée du modèle. C'est le patient qui est maître de ses soins et des objectifs. Dans l'approche processuelle, on va pas aller dire à un obèse, non mais faudrait maigrir si ça joue pas sur sa demande. Et troisième point, on vire aussi du coup ce qui n'a rien à voir avec le problème. Même si la vie sexuelle du patient est super intéressante, on laisse tomber, on n'est pas là pour les potins. Après, une fois qu'on a le modèle personnalisé du patient, le but dans l'analyse processuelle, c'est de trouver les processus centraux qui vont venir le plus se fingler. Et comme ça, on perd pas de temps à s'occuper des symptômes qui ont peu d'effet dans ce modèle. Évidemment, on décide avec le patient ce qu'on va faire et on lui propose une thérapie personnalisée là-dessus. L'approche processuelle, c'est comme si le patient il était une énigme, dont il faut reconstruire le schéma pour débloquer la situation qui permettra d'avancer et potentiellement trouver une autre énigme ou résoudre le problème. En fait, cette approche processuelle, elle est déjà utilisée par plein de psys sans même savoir que ça s'appelle comme ça. Par exemple, quand tu fais des thérapies familiales ou de couple, t'es obligé de faire du processuel. Quand tu fais des TCC correctement, t'es censé faire du processuel. Alors, les TCC, c'est particulier. Mais c'est particulier dans l'histoire parce qu'en fait, on les présentait, et on les présente toujours, où on les apprend comme dans le modèle biomédical. C'est-à-dire, on vous dit, alors les patients, on va les soigner comme ça, et puis il vaut mieux faire comme ça. Sauf qu'en fait, dans toutes les étapes d'une TCC, on rajoute l'analyse fonctionnelle, qui est en fait l'analyse processuelle du patient. Et le traitement, il va être adapté en fonction de cette analyse processuelle. Ce qui fait que même si on le présente souvent sous le modèle biomédical, les TCC, si l'analyse fonctionnelle est correctement faite, sont en fait des approches processuelles. Et après, l'approche processuelle, même dans le médical physique, on le fait des fois. Par exemple, pour les douleurs de dos, on peut les analyser comme une analyse proche processuelle pour mieux gérer le patient et les différents facteurs qui interviennent, puisqu'on est des facteurs environnementaux, mais aussi liés au patient, mais aussi liés à sa biologie. Et en plus, avec la démarche processuelle, on peut utiliser les modèles catégoriels. Si on se rend compte que la caractéristique principale du patient qui le gêne est ses changements d'humeur, on peut très bien se dire, tiens, du coup, il est essentiel que je fasse le diagnostic de bipolarité pour pouvoir aider au mieux au patient. Dans la démarche processuelle, on utilise les modèles catégoriels, on fait de l'analyse en réseau, on prend en compte l'individu et son environnement, mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a le moindre intérêt à utiliser tout ça et se prendre le chou autant avec les patients ? Eh bien, force est de constater que si tu veux être à la page au niveau psy, t'es bien obligé de t'y mettre. Car plus on avance avec la connaissance des troubles psy, plus on voit que les modèles d'explication prennent en compte le biologique, le psychologique et le social. Et que t'es obligé de les prendre en compte pour comprendre un patient. Si tu prends par exemple le modèle de compréhension de vie de Borderline, t'as déjà un schéma tout fait d'une analyse processuelle avec le biologique, les pensées, les émotions et le social. Ce qui va forcément obliger le psy à rechercher dans ses systèmes et trouver des liens évidents avec le reste s'il est déjà formé. Et pour l'efficacité, même avant qu'on parle de processuel, le traitement des troubles psy avec ce type d'approche, en termes de systèmes, qui interagissent entre eux, était déjà en place. Par exemple, dans les problèmes d'attachement d'un gamin, que le psy voit seul le gamin, ça sert à rien. C'est améliorer l'interaction entre les parents et l'enfant qui fonctionne. On savait avant de décrire l'approche processuelle. Dans la dépression, je t'avais déjà fait un schéma où on montrait la multiplicité de ce que l'on doit prendre en compte chez un dépressif.
Et tu te rappelles la pathologie avec la forte composante biologique qu'est la schizophrénie, où les médocs sont forcément recommandés, et où le modèle biomédical, du coup, est essentiel. Eh bien, quand on introduit la famille pour les éduquer et aider le patient, ça marche vachement mieux. Et quand en plus on crée un environnement social adapté à une vie de schizophrène, comme dans les modèles d'open dialogue, ça marche vachement bien aussi. En Australie, depuis 15 ans, le nombre de jeunes qui boivent est de plus en plus faible. Alors c'est cool parce que ça évite plein de morts par l'alcool, et on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire il y a moins de pathologies, c'est bon. Si on se contente d'un modèle biomédical, où il n'y a rien à chercher tant qu'il n'y a pas de pathologie. Ou alors, on peut voir que le fait que des jeunes aient besoin d'un produit pour se sociabiliser, ça craint, et que les sociétés où on apprend aux jeunes à être authentiques et construire des relations moins superficielles, limite vachement les dégâts. Et que dans la gestion de l'addiction, la société doit donc être prise en compte. Bon, évidemment, il y a des désavantages à cette approche. Déjà, ça prend du temps, parce que c'est pas en 5 minutes que tu vas prendre en compte toutes les infos. En plus, le psy il va devoir être quand même vachement ouvert d'esprit et sur les formations qu'il va faire, parce que pour prendre en compte le plus de facteurs possibles, il va falloir y aller. Et j'avoue que je saurais pas comment j'aurais fait ça sans savoir lire les articles scientifiques, car au moins, quand un patient a des caractéristiques particulières, je peux vite voir s'il y a des articles qui montrent un lien et avec quelles caractéristiques. Et troisièmement, du coup, vu qu'il y a beaucoup de domaines à prendre en compte, la coordination entre les différents partenaires et les différents soignants va devoir être vachement plus importante que dans un modèle où on peut juste envoyer de spécialiste en spécialiste sans communication et sans envoi d'informations. Bref, si tu veux être un psy un jour, à la page, qui comprend le diagnostic, qui prend en compte son patient, dans son individualité, sa culture et la société dans laquelle il vit, faut processuer ta vie.